Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis avec Bouchra. Je vais la laisser se présenter. Vas-y Bouchra. Donc voilà, comme Assa l'a dit, je m'appelle Bouchra. Je suis maman de 3 enfants. Donc je vis au Royaume-Uni, ça fait maintenant 3 ans et demi. Donc voilà, je suis éducatrice Montessori et formatrice Montessori. D'accord, est-ce Donc que tu peux nous expliquer un peu comment tu as trouvé ta passion? Est-ce que c'est une chose que tu sais que depuis ton enfance, que tu es passionnée d'enseignement et vouée sur cette chose-là qui est Montessori? Ou est-ce que tu l'as rencontrée tard? Comment tu as trouvé cette passion? donc en fait, j'ai découvert la pédagogie Montessori il y a 13 ans à peu près, un peu plus de 12 ans en fait, entre 12 et 13 ans. J'étais enceinte de mon aîné et puis j'étais à la recherche en fait de méthodes alternatives. Donc à l'époque, bon, c'était assez méconnu. Donc je cherchais en fait quelque chose. En fait, je voulais quelque chose de différent parce que moi, étant enfant, j'étais phobique scolaire. J'ai eu un parcours assez. Enfin, voilà, j'ai eu un rapport assez conflictuel avec l'école. Donc je voulais quelque chose de différent pour mes enfants. Donc j'étais à peine enceinte en fait. Et donc, du coup, je tombe sur Montessori. Et Donc donc, à la base, c'était pas forcément, c'était pour tes d'un- enfants que tu voulais faire ça. non. Ouais, voilà, c'était pas enfin, d'un point de vue professionnel. C'était vraiment d'un point de vue parental, en fait, éducation. Même pas instruction, enfin, bon, éducation en général, ça comprend aussi l'instruction, mais c'était vraiment dans le sens où l'approche avec l'enfant, tout ça, en fait. Donc, bon, Et aussi comment cette... l'instruction. Vas-y, je te laisse finir. Bon, en fait, si tu veux, en fait, je m'intéressais donc à des méthodes, pas vraiment des méthodes, mais je veux dire une approche envers l'enfant qui était différente et dans la même perspective, donc par ricochet, plus tard en fait, une méthode d'instruction en fait, d'enseignement qui soit différente de l'enseignement traditionnel. Et quand est-ce que tu t'es décidé à le faire en fait en tant que profession? Non plus pour familial, mais tu t'es dirigé vers le professionnalisme. Bah en fait, la première formation que j'ai fait, donc c'était vraiment toujours en fait d'un point de vue parent en fait. Ouais. Donc je me suis formée donc il y a à peu près une dizaine d'années. Ma fille elle avait 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça. Et donc j'ai décidé de me former parce qu'en fait toutes les lectures que j'avais eues, bon faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas autant d'informations sur Montessori. C'était très difficile de trouver des choses sur le net. Bref, donc c'était compliqué. Et en fait, le peu de choses que j'avais vues sur Montessori, ça m'avait vraiment intéressée. Après, j'avais acheté un livre de Maria Montessori, ça m'avait vraiment interpellée Mhm. comme approche. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas se former? Donc, je me suis formée dans le sud de la France. Et pareil, donc là, c'était toujours c'était toujours en fait d'un point de vue personnel. Donc, je me suis formée et puis là, c'était vraiment une révélation pour moi, en fait. Et je pense que cette pédagogie, elle parlait à l'enfant que j'étais, en fait. Donc, vraiment, je me suis dit, waouh, en fait, c'est quelque chose comme ça qu'il faut à mes enfants. C'est quelque chose comme ça qu'il faut aux enfants en général. Et c'est ce qu'il m'aurait fallu étant enfant. Donc, après, à ce moment-là, je me suis dit, euh, je veux en faire profiter donc mes enfants. Donc j'avais qu'une fille à ce moment-là, mais je veux en faire profiter donc mes enfants et pourquoi pas mon entourage et aux enfants en général en fait. D'accord. Donc tu as pensé à l'idée d'en faire un travail, une rémunération, et comment tu as mis en place tout ça en fait? Comment petit à petit ça s'est formé? Donc après suite à ça. euh, Donc voilà, en fait, suite à ça, dans la ville d'où je viens en France, il y a un jardin d'enfants qui avait ouvert. Et puis, il y avait une annonce qu'on cherchait en fait une éducatrice pour le jardin d'enfants. Donc j'ai postulé et puis ma candidature, elle avait été retenue.
Et donc, mais bon, à ce moment-là, je travaillais encore comme bénévole. Donc, c'était professionnel, mais ça restait un peu caricatif entre guillemets. D'accord. Donc, et puis après, donc j'ai travaillé donc de manière un peu plus cadrée, avec des horaires réguliers, avec des enfants autres que les miens, que ma fille en tout cas. Et du coup, bah, franchement, je me suis dit non, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. En fait, je me voyais pas faire autre chose. En fait, pour moi, vraiment, voir les enfants, bah, évoluer, enfin, les accompagner dans leurs apprentissages d'une manière non violente, respectueuse du développement de l'enfant. Tout ça, en fait, ça m'a interpellée en tant que, en fait, c'était l'enfant qui sommeillait en moi en fait, je me nourrissais moi, en fait via ce que je faisais, je me nourrissais en fait. Donc, je me voyais plus faire autre chose. Donc après cette expérience-là, Mhm. elle a duré quelques temps. Je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Donc, j'ai dû arrêter à ce moment-là et j'en ai profité pour me former un peu plus. Donc, D'accord. Et c'est à partir de là que tu as commencé à vouloir monter ta propre structure? voilà. Donc après donc quand j'étais enceinte de mon fils, on est parti une année au Maroc. Donc j'ai travaillé là-bas. Mhm. Là, de manière, voilà, là, c'était vraiment, en fait, je rentrais dans le professionnel pur et dur, on va dire. Ouais, ouais. Et donc ouais, j'étais salariée. Et puis, à ce moment-là, bah, voilà, je me voyais plus faire autre chose. Bon, déjà avant, mais là, on va dire que c'est encore plus renforcé parce que Ouais, ouais, j'ai vu des choses au Maroc. En fait, j'ai vu enfin, les enfants au Maroc, ils étaient différents que les enfants en France. ouais. Donc, vous voyez vraiment, en fait, les enfants, ils avaient plus besoin du travail de la main parce que c'était des enfants auxquels on avait mis un stylo ou un outil scripteur beaucoup trop tôt. Ouais. Donc, en fait, enfin, bon, je sais pas si je peux expliquer tout ça là maintenant ou. Oui, bien sûr, vas-y, c'est très intéressant que tu te sois enrichi d'expérience. Vas-y, on t'écoute pour. Donc au Maroc, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des écoles bilingues. Et Mhm. en général, toutes les écoles, elles sont bilingues, donc français, arabe. Et du coup, en fait, donc les Marocains, ils avaient beaucoup de mal donc avec l'écriture parce qu'ils apprenaient généralement le français et l'arabe en même temps. Ouais. Donc en fait, bon pour nos auditeurs arabophones ou arabes ou musulmans, bon ils savent que l'arabe s'écrit de droite à gauche et pour les autres, ben c'est de gauche à droite. Donc du coup, ils avaient beaucoup de mal bah, avec la motricité fine. C'est des enfants qui n'ont pas forcément eu l'occasion bah, de travailler en fait la musculature de la main via ben, des activités en Montessori qu'on appelle des activités de vie pratique ou via ben, tout simplement des activités du quotidien comme je sais pas moi faire du pain ou de la Mhm. pâte à modeler ou ce genre de choses. Donc du coup, on voyait vraiment un besoin plus la bienveillance en fait qui leur manquait. C'est-à-dire que là-bas, bah, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, souvent les enfants, ben, ils sont brimés en fait. Donc pour pas dire autre Ouais, chose. ouais, ouais. Et du coup, en fait, il y a ce truc-là de déjà le rapport de séduction entre l'apprenant et l'éducateur ou le professeur. En fait, c'est-à-dire que je fais ça, ben, récompense versus punition. Mhm. Donc, il y avait pas, enfin, comment dire ça, le rapport en fait aux apprentissages, je l'ai pas trouvé très sain en soi. Et donc, D'accord. je me suis dit, et puis en fait, je me suis dit, voilà, en fait, donc en fait, bon, ce que je faisais dans cette école-là, je les avais, en fait, j'avais pas de classe régulière quand j'étais au Maroc, contrairement le jardin d'enfants qu'il y avait en France. J'avais pas de classe régulière. C'était en fait à tour de rôle, j'avais des classes. Et donc, en fait, c'était une école, une très grande école. Donc, j'avais beaucoup d'élèves, pardon, qui défilaient. Donc, en fait, c'était frustrant pour moi parce que finalement, je voyais pas les fruits de mon travail parce que Mhm. les enfants me voyaient pas Assez souvent, hein. assez souvent, ouais. Et du coup, mais en même temps, c'était bien parce que c'était une récréation pour eux dans un système scolaire qui est vraiment très oppressant. C'était Mhm. un peu, Mais ça, voilà, c'était Montessori aussi, en fait. Du coup, c'était Montessori.
Non, c'était pas Montessori, c'était D'accord. une école classique Hmm, où moi, donc moi, j'intégrais des ateliers Montessori d'accord. dans un cadre classique. Ouais. Donc, ça avait ses avantages parce que dans un sens, bah, ils avaient droit à cette récréation pour eux, Hmm, où ils pouvaient pratiquer, bah, il y avait cet aspect un peu ludique qu'il y a dans Montessori, c'est l'aspect de bienveillance, etc. Plus le fait qu'ils travaillaient justement la main un peu pour l'écriture, etc. Et dans un autre sens, ben, finalement, c'était pas assez. Euh, Tout le monde me voyait, mais malheureusement pas assez souvent. Du coup, c'était, je crois que c'était 2 heures ou 3 heures par semaine. d'accord. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire par ton expérience, Bousfa, est-ce que tous les enfants sont réceptifs à la méthode Montessori? Ça, c'est une grande question. C'est une très grande question. Justement, en fait, quand j'étais sortie de cette école, j'avais beaucoup de frustration et je me disais, est-ce qu'on peut adapter Montessori à toutes les sociétés? Parce que, bon, je suis marocaine, hein, alhamdoulilah, et puis voilà, je vais pas maintenant cracher dans la soupe, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que au Maroc, le système scolaire, il est très oppressant. C'est-à-dire que, voilà, en fait, l'école est un ascenseur social. C'est-à-dire que, ben, voilà, on n'est pas un pays rentier, on n'est pas, enfin voilà, c'est pas un pays riche en soi. Il n'est pas pauvre non plus, mais c'est pas un pays riche. Donc en fait, donc tous les parents misent sur l'éducation pour leurs enfants. Ouais. Et donc en fait, Il y a une en fait, certaine voilà, c'est pression, très en fait, sur l'enfant. une très grosse pression, c'est-à-dire, bah voilà, en fait, tout le monde veut être premier de la classe, mais c'est pas possible. Ah, il y a qu'un seul premier. Ouais. Et donc voilà, en fait, beaucoup de pression. Les enfants ont des journées bah, colossales parce que, comme dit, c'est des écoles bilingues. Ouais. Et quand je dis bilingue, c'est-à-dire que je veux dire c'est-à-dire entièrement bilingue, c'est-à-dire que le matin c'est en français, l'après-midi c'est en arabe. Et du coup, donc ils ont le double du travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le travail divisé par deux, c'est-à-dire Ouais. un Hmm. curriculum normal, mais qu'on divise en anglais pardon, en arabe et en français, mais Hmm. c'est qu'on a le curriculum, le programme français plus le programme arabe. Donc c'est des journées colossales pour eux. Hmm. Plus souvent, les parents, le soir, ils investissent dans des profs particuliers ou pas forcément particuliers, mais dans des cours de soutien. Donc vraiment, pour eux, c'est des journées colossales. Donc, je disais ça parce que tu posais la Ouais, question, parce que en fait, oui, c'est est-ce tous que les, c'est adaptable à toutes ouais, les à tous sociétés? les enfants. Et Hmm. du coup, donc c'est des enfants à qui vraiment en fait on a tendu la carotte. Hmm. Enfin, quand je dis, hein, faut pas croire que je généralise, mais bon, c'est souvent le cas de ce que j'ai vu et de ce que ma sœur, elle est aussi dans l'enseignement au Maroc et puis bon, voilà, de toutes les collègues que j'ai pu côtoyer parce que j'ai travaillé dans plusieurs écoles. Donc c'est un peu comme ça. Donc du coup, en fait, j'avais l'impression, en fait, est-ce que c'était une goutte dans le désert ou est-ce que c'était une goutte dans la mer, en fait? Et en fait, C'était vraiment. je pense que tu parles de récréation. Toi, tu leur offrais une récréation parce qu'en fait, il n'y avait pas un rendement à attendre avec toi. Est-ce que c'est ça? Ils étaient, En fait, une récréation parce que ils aimaient venir chez moi parce que justement, en fait, ils se sentaient pas jugés, ils attendaient, enfin, il n'y avait pas un devoir il n'y avait pas la de pression de la productivité, réussite. voilà, ou de productivité. Voilà, en fait, je les acceptais comme ils étaient. Mais après, voilà, c'est dans ce sens-là que je dis récréation. Et puis voilà, en fait, pour eux, en fait, c'est très, enfin, en dehors sinon les cours en eux-mêmes, ils étaient très scolaires avec très peu d'outils pédagogiques, en fait, un peu à la française, quoi. À Donc ça l'anglais, t'a permis, mais à la française. ça t'a permis de prendre conscience que c'était encore plus ce que tu souhaitais apporter aux enfants. C'est vraiment cette méthode Montessori. Voilà, ouais. Et Tu puis, penses qu'elle est mais plus après, efficace. il faut que ce soit une proposition qui soit cohérente avec la société dans le sens où, déjà, en fait, on peut pas faire quelque chose en parallèle de la société. Il faut que ce qu'on propose soit, bah, partie intégrante de la société. Et puis, bon, Marie Montessori, elle le dit, en fait, ma méthode s'adapte
partout parce qu'elle a voyagé un peu partout. Elle a voyagé en Inde, elle a voyagé aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande, elle a voyagé partout, dans les pays pauvres, bref, et moins pauvres, industrialisés ou pas. Et donc, en fait, c'est vraiment, elle s'inscrit dans toutes les sociétés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut inscrire un projet cohérent dans le sens où, voilà, faut pas que ce soit, voilà, comme j'ai fait, donc 3 heures. C'était bien, en fait, à mon échelle. Voilà, l'école, elle pouvait pas changer du jour au lendemain. Voilà, il y a des, comment dire ça, il y a des attentes de l'éducation nationale, etc. Donc, on peut pas tout faire et n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que soit on fait un truc, ben, on le fait, de manière cohérente. C'est-à-dire, la petite section, par exemple, à 12 ans, tu vois. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est pas un enfant qui a connu la contrainte, la punition, etc., tout depuis le début. Ben, tu lui mets 3 heures de Montessori, tu vois, c'est pas. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est une goutte dans la mer ou une goutte dans le désert, tu vois? Est-ce que C'est cette vraiment la expérience t'a question. apporté un questionnement, en fait? De quoi Oui, cette carrément, expérience t'a ouais, enrichi? carrément. Carrément, parce que justement, je me disais, parce que moi, j'étais pleine de bonne volonté. Je me suis dit, bon, ces enfants, en fait, qui sont brimés toute la journée, à qui, voilà, qui subissent des fois la violence, etc. Euh, ça va être bien pour eux? Ils vont voir ils vont voir que l'apprentissage peut se faire de manière différente, etc., etc. En fait, quand tu es dans une matrice entre guillemets, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Donc eux, des fois en fait, cette liberté, parce qu'en fait voilà, il y a des principes phares de la pédagogie Montessori, donc c'est la discipline et la liberté. Donc cette liberté, c'est une liberté qui est limitée, c'est-à-dire et en fait c'est-à-dire que par exemple en fait je vais donner un exemple de liberté voilà, en fait, on a une liberté de choisir ce qu'on veut comme activité, mais cette liberté, elle est limitée. C'est-à-dire que, par exemple, je ne peux pas prendre un matériel qui m'a pas été présenté, je ne peux pas prendre un matériel qui a déjà été pris par un de mes camarades. Je ne peux pas prendre, tu vois, je ne peux pas, je peux faire ce que je veux aussi, mais aussi je ne peux pas déranger quelqu'un d'autre, c'est-à-dire faire du bruit trop fort, parce que ma liberté, enfin, s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Donc en fait, cette liberté, elle a des limites. Et, et donc, pourquoi je dis ça? Ah oui, donc en fait, au Maroc, en fait, quand tu prives quelqu'un de toute liberté, souvent, quand ils ont un peu de liberté, ils ont du mal à la gérer. Donc, en fait, si tu veux, c'est que je me disais, c'est intéressant, ça peut être bien pour eux dans le sens où, voilà, les enfants voient qu'un apprentissage peut être fait différemment, tu vois, dans la joie et la bonne humeur, tu vois, pas dans la contrainte. Mais par contre, c'est vrai que j'avais ce truc que ils avaient du mal à gérer le concept de liberté dans ma classe, alors qu'ils en étaient privés toute la journée et toute la semaine. D'accord, mais c'est une super expérience. Ah ouais, non, complètement. Ouais. Dans les 3 pays, en France, Maroc, Angleterre aussi. Franchement, j'en ai. Les enfants, ils sont tous les mêmes, mais en fait, comme dit, il appartient à une société et on peut pas le nier. Et donc, on voit que cette société, elle a un impact sur eux, en fait, et sur nous. Et puis, voilà. Et après, quand tu es arrivée en Angleterre, est-ce que c'est là que tu t'es dit, je vais ouvrir ma propre structure? Déjà, en Angleterre, non, j'ai toujours. Donc, non, donc, quand je suis revenue du Maroc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout. Enfin, j'ai tout recommencé, mais de manière un peu différente. Donc, j'ai repris mes études à l'université. Donc, bon, c'est pas C'était en trop. France, ça, à Bouchara? Ouais, c'était en D'accord. France. Donc, après le Maroc, je suis venue en France. Je suis retournée en France. Donc, j'ai repris mes études à l'université. Donc, pourquoi? Parce que ça me permettait d'avoir plus d'accès à plus de formation par après. Ça m'a permis d'avoir un peu des connaissances un peu génériques sur l'enfant et sur l'éducation. D'accord, ouais. Et puis, ouais, ça m'a donné l'accès à
bah, à plein de ressources Mhm. que je n'avais pas avant. Donc oui, donc ouais, Ouais, d'accord. c'était intéressant à ce niveau-là. Mhm. Et puis après, ben du coup, donc j'étais occupée avec ces études pendant ce temps-là, tu vois. Mhm. Et en même temps, ben donc c'est pour ça que j'ai pas pensé à ouvrir, tu vois, mon propre entrepreneuriat en France. Et puis aussi, on va dire que je l'ai fait qu'en Angleterre parce qu'en Angleterre, ben tout au niveau ben administratif, c'est beaucoup plus simple. Enfin voilà, on Plus ouvre accessible. Mhm. ouais, plus accessible financièrement. Bref, en fait, tout est beaucoup plus simple. Je veux dire, voilà, en France, il m'aurait fallu des locaux. Ici, bah, tu vois, tu peux faire les choses de manière un peu plus, Souple. moins formalisée, en fait. Mhm. Mhm. Donc, D'accord. euh, donc voilà, ça a été plus accessible pour moi de le faire en Angleterre. Et est-ce Donc que j'avais dans... le temps, pardon, j'avais plus le temps et au niveau administratif, c'était plus à ma portée. Et financièrement aussi, c'était plus à ma portée. Mhm. Et est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas en fait dans cette démarche de ton entrepreneuriat? Ben, des hauts, des bas, oui. Bon, il y a eu des hauts, beaucoup de hauts parce que 10 ans après, ouais, 12 ans après, je suis encore là. Et toujours autant passionnée par la pédagogie Montessori. Ouais. Donc ouais, des hauts, il y en a eu beaucoup. Des bas, ben oui aussi parce que voilà, je me suis intéressée à la pédagogie Montessori, ben c'était quand j'étais enceinte. Mhm. Donc voilà, donc j'ai eu mon premier enfant pendant ben tout ça en fait, pendant toute cette je sais même pas comment dire tout ce pas cette démarche, tout ce chemin, on va dire. Je cherche un autre mot, mais bon, on va se contenter de chemin pour l'instant. Acheminement? Euh, Cet acheminement? Non? Ouais, en fait, je voulais dire tout ce voyage, mais tout ce Ouais. périple, voilà, ce Mhm. périple. Ouais. Ouais. Et donc, ben, j'avais d'abord ma fille, puis après mes deux autres enfants. Euh, voilà, donc il a fallu se former. Ben, en même temps, ben, quand on se forme à une éducation bienveillante, ben, en même temps, tu veux pas trop délaisser tes enfants. Ouais. Et bon, les études, c'est chronophage, donc voilà, c'est pas évident. En fait, il faut tout équilibrer. Il y avait aussi ouais, et puis aussi tu vois en Montessori en langage on fabrique beaucoup, donc il y a beaucoup de documents qu'il faut ben, plastifier, découper, tout ça c'est très chronophage, donc voilà. Après voilà, il y a ce truc là de se dire ben voilà, je fais ça pour mes enfants, je fais ça aussi surtout pour moi parce que comme dit, je pense que pour pas être un peu hypocrite, je veux dire, je pense que si ça m'avait pas aussi autant nourri en tant que moi, je veux dire en tant que personne, je serais pas, je pense pas être encore là parce que mes enfants finalement, ils ont grandi, ça a bien grand, bon, ma dernière elle est encore petite, mais ce que je veux dire c'est que je suis toujours autant intéressée. Je pense que même quand mes enfants ben, sortiront du cadre Montessori, ben, je serai encore là parce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit en tant que personne. Et après, d'autre bas, ben, ouais, je dirais ça, en fait. C'est beaucoup ça. Parce que Montessori, au niveau de l'investissement financier pour le matériel, par exemple, est-ce que ça n'a pas été un moment de doute en disant est-ce que j'investis pas, ou est-ce que vraiment il n'y a pas eu de ce côté-là de peur de Si, ta bien part? sûr. Si, bien sûr. Je me souviens que, bah, au début, je commençais à acheter au fur et à mesure pour mes enfants. Et Ouais. puis après, ben, tu commences à acquérir du matériel au Mm. fur et à mesure. Ouais. Et puis, bien sûr, après, tu te dis, bon, donc voilà, j'avais commencé à acquérir de plus en plus. Et puis après, ben, au niveau de comment dire ça, de l'espace chez moi, ça commençait à manquer. Ouais. Donc après, plus tard, ben, on a décidé de venir s'installer en Angleterre. Et puis j'étais là, en fait, j'étais à mi-chemin. J'avais une partie du matériel, mais j'avais pas tout. Et en fait, pas assez pour pouvoir devenir en faire mon métier. Mhm. Et en même temps, j'en avais beaucoup, tu vois, j'en avais quand même pas mal. Donc tu te poses la question, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête, je freine un peu, voilà, parce que c'est vrai qu'après il y avait un gros investissement derrière.
Donc, Donc, je tu me as eu suis dit, cette bon, période un peu ouais, 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 de ouais. doute comme ça, ouais. Au Et début, en comment tu arrivant, l'as les gens. dépassé? Comment tu l'as dépassé? Ben, donc j'ai réfléchi pendant longtemps. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je me lance, ou et puis, après, ben, en fait, je sais pas, je crois que j'en ai discuté avec 2, 3 amis. Ils m'ont Ouais, dit, lance-toi, ne va pas dans autre chose, et puis tu verras, ça va aller. Voilà. Après, bon, c'est vrai que c'était dur au début parce que, comme dit, je parlais pas encore l'anglais. Enfin, si, je parlais, ouais, mais bon, ouais. enfin, suffisamment pour accueillir des anglophones. Hmm. Donc, donc du coup, j'étais limitée, ben, aux francophones. Donc, c'était dur au début. Mhm. Et puis, bon, c'est encore dur, hein. Là, c'est le lockdown. Donc, du Ouais. coup, c'est un peu compliqué. On a des hauts et des bas, c'est clair. Mais voilà, au Est-ce moins, que tu avais fait bah, une sorte d'étude de marché pour savoir à peu près combien tu aurais d'enfants qui viendraient? Est-ce que tu avais fait une recherche comme ça ou est-ce que tu t'étais renseigné? non, non, Pas franchement, du tout. Philippe. Pas du tout. Bah non, je me suis lancée comme ça, un peu à D'accord. l'aveuglette. Je regrette pas du tout, hein, Ouais, alhamdoulilah. Mais d'accord. non, je me suis lancée un peu comme ça, ouais. Ouais. Est-ce Donc que, voilà. Bouchra, il y a un message que tu veux transmettre pour celles qui souhaiteraient entreprendre? Ben en fait, dans ton podcast que tu as envoyé, tu sais, en fait, en présentant en fait ta chaîne, tu avais dit oui, je demanderai à mes invités une citation qui les a animés. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y en a une en fait qui m'anime en fait un peu tous les jours et depuis le début en fait. C'est une citation de Confucius qui dit choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ouais. Et franchement, c'est ce qui m'anime. Franchement, j'ai pas, c'est ce qui m'aide à passer parce que voilà, je sais pas si ben, les gens, je sais pas, ils doivent connaître Montessori, mais c'est vraiment, voilà, enfin, on a du travail tout le temps. Enfin, ben, déjà, chaque enseignant, chaque professeur a du travail. Ça, dans les corrections des copies, etc., etc., trouver de nouvelles ressources, faire des lesson plans, des, des, euh, des lesson plans, je sais même plus comment, des, 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 Des plans, euh, des plans des de, plans de leçons. ouais, ouais, des plans de leçons, ouais. Ouais, voilà. Et voilà, je veux dire, chaque enseignant. Mais Montessori, bah, on planifie pas trop nos leçons, mais voilà, on a toujours du travail à faire, imprimer, plastifier, découper. Et c'est vraiment très, 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 très chronophage. Donc, du coup, je pense pas que je passerais toutes ces heures à faire ça si j'étais pas passionnée par ce que je fais. Et vraiment, quand je fais ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler vraiment. Et c'est ce qui fait que voilà, en fait, on fait pas ça forcément pour l'argent. On fait, bien sûr, faut en vivre, c'est une certitude, mais voilà, en fait, on fait ça parce qu'on aime ça, en fait. Ouais. On sent bien quand tu nous parles en fait que c'est bien une passion que tu as en fait. C'est pas mal. Merci. Bah écoute, barakallahu fik, Bouchra, c'était vraiment très intéressant de nous partager ton expérience et ta passion. J'espère que ça vous a tout intéressé. Et bah écoute, vraiment barakallahu fik et puis bah à très bientôt. Je vous remercie. Salam alaikum. Bien, avec qui ça,